Mes parents m'ont laissé une ferme délabrée dans la campagne du Vermont, tandis que ma sœur a obtenu son Penthouse en ville. La lecture du testament était numérique, ma sœur Lena dans son élégant appartement de Manhattan, moi dans ma location exiguë, et entre nous, le visage impassible de l'avocat annonçant nos héritages. À Lena Whitmore, le Penthouse de Burlington évalué à 2,3 millions de dollars. Une pause. Puis, à Cala Whitmore, la ferme familiale dans le Vermont rural. Le sourire narquois de ma sœur disait tout, elle avait obtenu le prix tandis que j'avais reçu le fardeau, une autre victoire dans notre compétition inégale de toute une vie. Ce qu'aucun de nous ne comprenait alors, c'est que sous cette ferme délabrée gisaient des secrets que mon père avait enterrés pendant des décennies et des secrets pour lesquels on tuerait, des secrets qui révéleraient pourquoi je m'étais toujours sentie comme une étrangère dans ma propre famille. Ils m'avaient tous sous-estimé, ma sœur, mon mari, même mon père d'outre-tombe. Mais la vieille maison savait qui j'étais vraiment, et alors que je tournais la clé rouillée dans cette serrure oubliée, quelque chose de longtemps endormi dans mon sang commença à s'agiter, murmurant trahison, droit du sang et un règlement de compte attendu depuis longtemps. Juste avant que nous y revenions, j'aimerais savoir d'où vous regardez aujourd'hui, et si vous appréciez ces histoires, assurez-vous d'être abonné. Le visage de l'avocat sur l'écran de mon ordinateur portable semblait mal à l'aise alors qu'il s'éclaircissait la gorge. Je pouvais voir ma sœur, Lena, dans sa propre fenêtre vidéo, parfaitement coiffée comme toujours, une pointe de sourire jouant sur ses lèvres. Je tirai sur la manche de mon cardigan, sachant déjà comment cela allait se passer. Et à ma fille aînée, Lena Whitmore, je lègue notre appartement Penthouse de Burlington et tout son contenu, évalué à environ 23 millions de dollars. Le sourire de Lena s'élargit. Elle rejeta ses cheveux blonds par-dessus son épaule, un geste que j'avais vu 1000 fois en grandissant. L'avocat continua, marquant à peine une pause, et à ma fille cadette, Cala Whitmore, je lègue la propriété de la ferme familiale à Edenvale, Vermont, ainsi que les 5 acres environnants. Je clignai des yeux en regardant l'écran. La ferme ? Cet endroit ancien et délabré dont mon père avait refusé ne serait-ce que de parler ? Je n'y étais pas allé depuis mes 7 ans. Ceci conclut la lecture du testament, dit l'avocat en brassant des papiers. Y a-t-il des questions ? Lena parla la première. Pas de questions. Merci pour votre temps. Sa voix était mielleuse, confiante. Elle me regarda directement à travers l'écran. Félicitations, petite sœur. Sacré héritage. Le sarcasme n'était pas subtil. Le Penthouse contre une ferme décrépite, il n'était pas difficile de voir qui avait obtenu la meilleure part. Encore une fois. Après la fin de l'appel, je restai assise, immobile, à la table de ma cuisine. Les souvenirs affluèrent, le récital de danse de Lena avec mes parents rayonnant au premier rang tandis que mes expositions d'art restaient sans public, les bulletins de notes de Lena avec uniquement des A sur le réfrigérateur tandis que mes prix d'écriture créative prenaient la poussière dans un tiroir, Lena, soignée et déterminée, moi, maladroite et rêveuse l'enfant prodige et la laissée pour compte. J'étais toujours assise là quand Damien rentra. L'eau de Cologne coûteuse de mon mari annonça son arrivée avant qu'il n'entre dans la cuisine. Alors, demanda-t-il en desserrant sa cravate, qu'est-ce que ce cher vieux papa t'a laissé ? Une ferme dans le Vermont, dis-je doucement. À Edenvale. Damien rit vraiment. Une ferme ? Qu'est-ce que tu es censé faire avec ça ? Laisse-moi deviner, Lena a eu quelque chose de vraiment valable ? Le Penthouse, bien sûr. C'est ça. Il ouvrit le réfrigérateur, le dos tourné vers moi. Alors, combien vaut cette ferme ? On peut la vendre ? Je ne sais pas. Je n'y suis pas allé depuis que je suis enfant. Elle était déjà bien délabrée à l'époque. Damien se retourna, son expression se durcissant. Génial. Donc il t'a laissé un gouffre financier sans valeur pendant que la fille en or Lena obtient une propriété de plusieurs millions de dollars. Classique. Il attrapa une bière et claqua la porte du réfrigérateur. C'est tout toi, Cala, toujours à te contenter, toujours à accepter les miettes qu'il te jette. Qu'est-ce que j'étais censé faire ? Exiger plus à la lecture du testament. Tu n'as rien exigé de toute ta vie, et regarde où ça t'a mené. Il désigna notre modeste appartement. 34 ans, et qu'as-tu à montrer ? Un emploi à temps partiel dans une librairie. Les mots piquaient parce qu'ils faisaient écho à mes propres pensées les plus sombres. J'avais passé ma vie à essayer de plaire à des gens qui ne pouvaient jamais être satisfaits, y compris l'homme qui se tenait devant moi. Peut-être que je vais retaper la ferme, dis-je, me surprenant moi-même. En faire quelque chose.
Damian renifla. Toi? Tu arrives à peine à accrocher un cadre. Il but une longue gorgée de sa bière. Tu sais quoi? Peut-être que tu devrais y aller. Te débrouiller seul pour une fois. Parce que j'en ai marre de porter quelqu'un qui ne veut pas se porter soi-même. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, ne reviens pas tant que tu n'auras pas construit quelque chose par toi-même. Prouve que tu n'es pas juste une passagère dans ta propre vie. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre nous. 15 ans ensemble, et ça en était arrivé là, un ultimatum à propos d'un héritage que je n'avais jamais demandé. 2 jours plus tard, je chargeais une unique valise dans ma voiture. Damian regardait depuis le seuil de la porte, les bras croisés, comme s'il se prémunissait contre la possibilité que je change d'avis et que je reste. Mais alors que je m'éloignais, tout ce que je ressentis fut un étrange mélange d'humiliation et d'autre chose, quelque chose qui ressemblait dangereusement à du soulagement. Le trajet jusqu'à Edenvale prit près de 4 heures. Le GPS perdit le signal alors que je tournais sur le chemin de terre non balisé menant à la propriété. D'anciens érables formaient une canopée au-dessus, leurs feuilles commençant à peine à montrer des reflets d'or automnal. La ferme apparut au détour d'un virage, une maison coloniale de 2 étages à la peinture blanche écaillée, un porche d'entrée affaissé et une cour envahie par la végétation. Une étrange boule se forma dans ma gorge. C'était à moi maintenant, cette chose belle et brisée. Je me garai et la contemplai un moment. Le toit avait besoin de travaux, les marches du porche semblaient dangereuses, le lierre avait conquis tout un côté de la maison. Derrière elle se dressait une grande grange usée par le temps et un petit cabanon avec un cadenas rouillé. Je n'avais aucun souvenir de ce cabanon. Quand je sortis enfin de la voiture, le silence était absolu, pas de bruit de circulation, pas de voisins, pas de Damian me disant ce que je faisais de mal, juste des oiseaux et le vent dans les feuilles. Je pris une profonde inspiration de l'air pur de la montagne et sentis quelque chose se détendre en moi pour la première fois depuis des années. La clé de la porte d'entrée était vieille et lourde dans ma main. Elle tourna avec un grincement réticent, et j'entrai pour découvrir de la poussière, des toiles d'araignée et l'odeur de la négligence. Mais en dessous, il y avait autre chose, de la fumée, de vieux livres, peut-être même une trace de pain cuit, les fantômes de ce que cet endroit avait été autrefois. Je traversai les pièces du rez-de-chaussée remplies de meubles recouverts de draps et montai un escalier grinçant pour trouver 4 chambres. L'une avait encore du papier peint d'enfant et des chevaux de carrousel délavés qui semblaient étrangement familiers. Avait-ce été ma chambre pendant les visites d'été? Je m'en souvenais à peine. Le soir venu, j'avais dégagé assez d'espace pour installer un lit de fortune et déballer mes maigres affaires. Je m'assis sur le porche d'entrée avec une lampe de poche et un sandwich, regardant les lucioles apparaître dans le crépuscule naissant, me demandant ce que j'étais censé faire ensuite. Le lendemain matin, je me rendis en ville pour des provisions. Edenvale était petite, une rue principale avec les produits de première nécessité, un dîner et une quincaillerie. En marchant de magasin en magasin, je remarquai que les gens me dévisageaient non pas avec la curiosité amicale à laquelle on pourrait s'attendre dans une petite ville, mais avec quelque chose de plus réservé. Une femme plus âgée traversa même la rue en me voyant arriver. À la quincaillerie, je peinais à déterminer ce dont j'avais besoin quand une voix grave derrière moi demanda « Vous êtes une Whitmore, n'est-ce pas ?» Je me retournai pour trouver un homme grand aux larges épaules, aux cheveux bruns parsemés de gris, et le genre de visage buriné qui parlait de travail en extérieur. Il portait une chemise en flanelle dont les manches étaient retroussées, révélant des avant-bras couverts de tatouages complexes. Je lui donnai la quarantaine bien sonnée. « Oui, dis-je, prudente. Je suis Kala Whitmore. » Quelque chose vacilla dans ses yeux bleus, de la reconnaissance? De la lassitude? « Ezrabel, dit-il, sans tendre la main. Vous avez hérité de la propriété de Margot. » La ferme de mon père, oui. Sa bouche se crispa légèrement. Cette maison a besoin de beaucoup de travaux. Le toit est mauvais, il y a probablement des dégâts des eaux. Les fondations pourraient être compromises. Êtes-vous entrepreneur? Demandai-je. Charpentier. Il marqua une pause. Je peux jeter un œil si vous voulez. Sans frais pour une évaluation. J'aurais dû me sentir soulagé par l'offre d'aide, mais quelque chose dans ses manières me fit hésiter. Pourquoi feriez-vous cela? Disons simplement que j'ai un passif avec cette propriété. Il me tendit une carte de visite. Appelez si vous voulez que je passe. Après son départ, la caissière se pencha. Faites attention avec celui-là, murmura-t-elle. Ezrabel reste à l'écart pour de bonnes raisons. De retour à la ferme,
je réussis à faire fonctionner l'électricité et passer l'après-midi à enlever les toiles d'araignée et la poussière. À l'approche du soir, je m'attaquai au salon, déplaçant les meubles et enroulant un tapis taché. C'est alors que je le remarquai, une lame de plancher qui ne correspondait pas tout à fait aux autres. Je la soulevai avec un tournevis et trouvai un petit livre relié en cuir coincé dans l'espace en dessous. Le journal était vieux, ses pages jaunies. À l'intérieur, des entrées manuscrites remontaient aux années 1970. La première page ne portait que l'initiale, M, et une citation, « La vérité survit à son gardien ». Je lus jusqu'à ce que mes yeux se fatiguent, reconstituant que M était une femme nommée Margot, le même nom qu'Ezra avait mentionné. Elle écrivait sur la beauté des saisons, son jardin, et quelque chose appelé elle, accord du Vermont, qui apparaissait plusieurs fois sans explication. Une entrée me glaça le sang, 18 avril 1979. Ils essaieront de m'effacer, mais cette terre se souvient. L'accord garantit que ce qui est à moi reste à moi. Le sang parle plus fort que le papier. Un jour, quelqu'un viendra qui comprendra. Le sang appelle le sang. Je fermai le journal, soudain consciente de l'obscurité qui s'était installée dans la maison autour de moi. Le sang appelle le sang. Les mots résonnaient dans mon esprit alors que j'essayais de me souvenir si j'avais déjà entendu quelqu'un dans ma famille mentionner une personne nommée Margot. Le nom remua quelque chose de profond et de lointain, comme un rêve à moitié oublié. Cette nuit-là, je rêvais d'une femme avec mes yeux, debout dans le jardin derrière la maison, me regardant à travers le temps. Le lendemain matin, j'appelai Ezra. Il arriva 1 heure plus tard dans une camionnette cabossée, les outils cliquetant à l'arrière. L'endroit a l'air pire que dans mes souvenirs, dit-il en guise de salutation, levant les yeux vers la ligne de toit affaissée. Peut-on le réparer, demandai-je. Ses yeux rencontrèrent les miens. Tout peut être réparé. La question est de savoir si ça vaut la peine de le réparer. Ça en vaut la peine pour moi. Il m'étudia un moment, puis hocha la tête. Nous commencerons par le toit. On ne peut rien faire d'autre si la pluie s'infiltre. Je le suivis pendant qu'il inspectait la maison, prenant des notes et signalant occasionnellement des problèmes. Les fondations étaient en fait solides, mais le toit nécessitait une attention immédiate, ainsi que le porche d'entrée et certains cadres de fenêtres pourris. Je n'ai pas les moyens d'embaucher une équipe complète, admis-je quand il eut fini. Je n'en proposais pas, dit-il. Juste moi. Et vous m'aiderez? Je ne connais rien à la construction. Vous apprendrez. Son expression s'adoucit légèrement. Écoutez, j'ai un autre chantier qui se termine cette semaine. Je peux commencer ici lundi prochain. En attendant, débarrassez tout ce que vous ne voulez pas garder, et ne montez pas sur ce porche tant que je ne l'aurai pas étayé. Au cours des jours suivants, je triai des décennies de biens abandonnés. La plupart ne valaient rien, du linge rongé par les souris, des appareils électroménagers démodés, des meubles cassés. Mais occasionnellement, je trouvais des trésors, des courtes pointes cousues à la main, une collection de disques vinyles et de beaux outils anciens dans la grange. Le vendredi soir, j'enlevais du papier peint écaillé dans la salle à manger lorsque je découvris quelque chose derrière, des dizaines de lettres aplaties contre le plâtre. Elles étaient adressées à Margot Whitmore et datées de diverses périodes des années 1970. L'une attira mon attention, postée en 1977, d'un cabinet d'avocats de Burlington, Madame Whitmore, nous avons le regret de vous informer que sans le document original, nous ne pouvons pas poursuivre votre réclamation concernant la trahison successorale que vous avez décrite. L'acte de propriété modifié semble juridiquement valable sans preuve de falsification. Quant à votre autre préoccupation, nous vous déconseillons vivement de chercher ce que vous croyez être caché sous les racines, car une excavation non autorisée pourrait entraîner des poursuites pour violation de propriété. Si vous localisez l'accord du Vermont original, veuillez nous contacter immédiatement. Sincèrement, Blackwood et Moss, avocat. Trahison successorale? Caché sous les racines? L'accord du Vermont encore. J'enlevai soigneusement toutes les lettres et les ajoutai au journal de Margot, que je lisais chaque soir. Les entrées dépeignaient une femme passionnée, amoureuse de la nature, qui s'était battue contre une injustice non nommée. Elle mentionnait, lui, fréquemment, avec une amertume évidente, mais jamais par son nom. Dimanche, mon téléphone sonna. Léna. Comment va la cabane, demanda-t-elle, sans même prendre la peine de saluer. C'est une ferme, pas une cabane. Peu importe. Écoute, j'ai réfléchi. Cet endroit doit être un cauchemar pour toi. Je suis prête à l'acheter. $20 000.
Tu peux revenir à la civilisation et recommencer à zéro. Je pensais au journal, aux lettres, aux mystères qui se dévoilaient autour de moi. Elle n'est pas à vendre. Ne sois pas stupide, Kala. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas toute seule? Jouer à la fermière? Tu arrives à peine à garder des plantes d'intérieur en vie. Je suis en train de trouver une solution. Je me surpris par la fermeté de ma voix. Eh bien, ne viens pas pleurer vers moi quand tu auras encore échoué. Elle raccrocha. Ezra arriva lundi matin avec du bois et des matériaux de toiture. Nous tombâmes dans un rythme inattendu au cours des semaines suivantes. Il enseignait, j'apprenais. Il me montra comment arracher les vieux bardeaux, remplacer le bois pourri, poser une nouvelle toiture. Mes mains douces développèrent des callosités, mes bras se renforcèrent. Au début, nous parlions à peine au-delà des instructions nécessaires, mais progressivement, cela changea. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, dit-il un après-midi alors que nous travaillions côte à côte. À quoi vous attendiez-vous? À quelqu'un de plus semblable à votre père. Vous connaissiez mon père? Ezra resta silencieux un long moment. J'ai travaillé pour le domaine de votre famille. Jardinier, homme à tout faire. Il y a des années. Je ne me souviens pas de vous. Vous ne vous en souviendriez pas. Vous étiez jeune, et je ne suis pas resté longtemps. Son ton indiquait clairement que le sujet était clos. Ce soir-là, une vieille femme apparut à ma porte. Elle était minuscule, avec des cheveux argentés, une longue tresse et des yeux vifs et scrutateurs. « Vous êtes du sang de Margot », dit-elle sans introduction. « Je la vois sur votre visage. »« Je suis Kala Whitmore », dis-je, confuse. « Qui êtes-vous ?»« Gilly Winters. » Margot et moi étions amis. Elle regarda par-dessus mon épaule à l'intérieur de la maison. « Vous avez changé des choses, réparé des choses. » Elle secoua la tête. « Certaines choses valent mieux rester brisées. Les secrets enterrés ne veulent pas être trouvés. » Quel secret? Connaissiez-vous bien Margot? Depuis l'enfance. J'étais là à la fin, aussi. Son expression s'assombrit. Votre père s'est assuré qu'elle meurt sans rien. Mon père? Qu'est-ce qu'il lui a fait? La bouche de Gilly se ferma en une ligne ferme. Ce n'est pas à moi de le dire. Mais écoutez-moi, jeune fille, il y a du danger à déterrer le passé. Le nom Whitmore n'est pas aimé dans ces parages. Faites attention à qui vous faites confiance. Avec cet avertissement cryptique, elle partit. Cette nuit-là, je fus réveillé par un bruit venant de l'extérieur. Attrapant une lampe de poche, je descendis furtivement et regardai par la fenêtre. Une silhouette se trouvait près du cabanon derrière la maison, s'affairant au cadenas. J'ouvris la porte arrière en grand. Et, criai-je. La silhouette détala, disparaissant dans les bois. Le matin, je trouvai des coupes-boulons abandonnés près du cabanon. Le cadenas était endommagé mais intact. Lorsque je signalai la tentative d'effraction au shérif local, sa réponse fut étrangement évasive. Probablement juste des enfants, dit-il, sans me regarder dans les yeux. Pas beaucoup de criminalité par ici. Quelqu'un a laissé des coupes-boulons. Ça semble assez délibéré. Il se tortilla mal à l'aise quand je donnai mon nom. Écoutez, mademoiselle Whitmore, je ferai passer un adjoint de temps en temps, mais il n'y a pas grand-chose d'autre que nous puissions faire. Quand je mentionnai l'incident à Ezra, sa réaction fut immédiate. Qu'y a-t-il dans ce cabanon? Je ne sais pas. Il est verrouillé. Nous devrions le découvrir. Son ton était urgent. Nous cassâmes le cadenas cet après-midi-là. Le cabanon était principalement vide, à l'exception d'outils de jardinage et de pots de plantes vides, mais Ezra se dirigea immédiatement vers une section du plancher dans le coin. « Aidez-moi avec ça, dit-il, soulevant des lames de plancher pour révéler une terre sombre en dessous. Nous creusâmes sur environ 60 cm avant de heurter quelque chose de solide, un petit coffre-fort rouillé. « Comment saviez-vous que c'était là ?» demandai-je alors que nous le sortions. Le visage d'Ezra était sombre. « Parce que j'ai aidé à l'enterrer. » Le coffre-fort reposait entre nous sur le porche, couvert de terre et vieux de plusieurs décennies. Ezra le regardait comme s'il pouvait mordre. « À qui est-il » demandai-je. « À Margot » dit-il doucement. « Votre père m'a ordonné de l'enterrer après sa mort. Il a dit qu'il était plein de ces divagations folles, rien de plus. Et vous l'avez fait? Vous avez juste enterré ses affaires ?» Sa mâchoire se serra. J'avais 23 ans,
j'avais besoin du travail. Mais j'ai marqué l'endroit. J'ai toujours pensé que quelqu'un devrait le trouver un jour. Il nous fallut des heures pour ouvrir le coffre-fort, du WD-40, une manipulation soigneuse, et finalement, la force brute avec un pied de biche. À l'intérieur se trouvaient des piles de documents, des titres de propriété, des lettres, de vieilles photographies, et au fond, une cassette audio étiquetée simplement « Preuve ». Je trouvai un vieux radiocassette dans le grenier qui fonctionnait encore. Nous restâmes assis en silence alors que des voix crépitaient des haut-parleurs. « Vous ne vous en tirerez pas comme ça, Robert », une voix de femme, forte malgré l'âge. « C'est déjà fait, Margot », la réponse froide d'une voix que je reconnus mon père. « L'accord du Vermont est nul et non avenu. Votre signature est sur les documents de transfert. Ce n'est pas ma signature, et vous le savez. Vous l'avez falsifiée. Cette terre n'a jamais été pour vous. Prouvez-le. Oh, attendez, vous ne pouvez pas, parce que l'accord original a disparu. Comme c'est pratique. C'était mon héritage, Robert. À moi de droit du sang. Votre père avait promis. Mon père était un vieil imbécile sentimental. Le domaine Whitmore appartient au nom Whitmore, pas à une parente éloignée qui s'est mariée dans la famille. J'ai passé 20 ans à bâtir un empire immobilier. Vous pensez que je laisserai ce terrain de premier choix pour le développement à l'abandon à cause d'une poignée de main? L'enregistrement continuait, révélant une vérité choquante, l'accord du Vermont était un document juridiquement contraignant signé par mon grand-père, garantissant que la propriété de Edenvale reviendrait à Margot Whitmore à sa mort. Mais mon père avait falsifié des documents pour l'invalider, prévoyant de développer le terrain en maison de vacances de luxe. Margot s'était battue contre lui pendant des années mais était morte avant de pouvoir prouver la falsification. Je regardai Ezra quand la cassette se termina. « Vous saviez pour ça ?» Il hocha lentement la tête. « Pas tout, mais assez. J'ai trouvé certains des papiers de Margot en travaillant ici. Votre père m'a surpris en train de regarder, m'a offert de l'argent pour me taire et aider à enterrer tout ce qui pourrait lui causer des ennuis. Et vous l'avez pris ?» Ma voix était neutre. « Je l'ai fait. Le plus grand regret de ma vie. J'essaie de me racheter depuis. » Comment? En vous cachant dans les bois? En gardant le silence toutes ces années? En attendant ça. Il me désigna ainsi que le coffre-fort. Margot disait toujours que quelqu'un viendrait qui pourrait arranger les choses. J'étalai les documents sur la table de la salle à manger, titres de propriété, plan cadastraux, correspondance entre mon grand-père et Margot, photocopie de l'accord du Vermont original, pas le document lui-même, mais la preuve qu'il avait existé, et autre chose le testament de Margot, laissant tout ce qu'elle possédait, à ma parente par le sang, si jamais elle retrouve le chemin de la maison. Qui était-elle, demandai-je, pour ma famille? La cousine de votre grand-père. Elle a grandi sur cette terre. Lorsque votre grand-père a étendu l'entreprise immobilière Whitmore à Burlington, elle est restée pour s'occuper de la ferme et des terres. Ils étaient proches. Il lui avait promis que ce serait toujours à elle. Je pensais aux entrées du journal, à l'initiale, M, à la femme qui s'était battue si durement. Pourquoi mon père lui aurait-il fait ça? L'argent. Le pouvoir. La terre seule vaut des millions pour les promoteurs. Mais Margot refusait de vendre. Elle aimait cet endroit, le protégeait. Ezra regarda autour de lui. Elle était le cœur de Edenvale. C'est pour ça que les gens ici agissent étrangement avec moi? Ils pensent que je suis comme lui. Pouvez-vous les blâmer? Votre père a essayé de forcer la moitié de la ville à vendre leurs terres, aussi. Je pris une décision alors. Je vais arranger ça. Quoi que cela signifie. Le lendemain matin, je scannai les documents et envoyai des copies par courriel à Lena. Sa réponse fut immédiate et furieuse, c'est de l'histoire ancienne et une falsification évidente. Ne vous embêtez pas à contester le testament. Vous gaspillerez le peu d'argent que vous avez. Si vous poursuivez cela, je vous poursuivrai pour diffamation. La nouvelle se répandit rapidement à Edenvale. Certains habitants commencèrent à se montrer plus chaleureux envers moi, offrant des histoires sur Margot, sa gentillesse, ses jardins, sa protection farouche de la terre. D'autres restèrent distants, sceptiques envers tout Whitmore. Gilly revint une semaine plus tard. Elle étudia les objets du coffre-fort, étalés sur ma table. « Alors, vous l'avez trouvé, dit-elle. Margot m'avait dit qu'il avait enterré quelque chose, mais pas quoi ni où. Saviez-vous ce que mon père lui avait fait? Des bribes.
Margot gardait certains secrets, même pour moi. Elle prit une photo d'une Margot plus jeune se tenant fièrement devant la ferme. Il y a plus, vous savez. Margot a laissé un manuscrit. Toute son histoire. Tout ce qu'elle ne pouvait pas prouver mais savait être vrai. Où est-il? Je l'ai aidé à le cacher. Sous le vieux chêne à la limite de la propriété. Celui avec la balançoire. Elle me regarda intensément. Soyez prudente, enfant. Votre père avait des amis puissants. Certains vivent encore. Certains profitent encore de ses manigances. Cette nuit-là, j'attendis la tombée de la nuit, puis je pris une pelle jusqu'au chêne ancien au bord de ma propriété. La balançoire avait disparu depuis longtemps, mais je pouvais voir où elle avait été attachée. Je creusai à la base du tronc, du côté opposé à la maison. À environ 60 centimètres de profondeur, ma pelle heurta quelque chose de solide, une boîte en métal. Alors que je me penchais pour la libérer, une voix derrière moi me glaça le sang. Je savais que tu me mènerais à elle finalement. Je me retournai pour trouver Damian debout là, une arme pointée nonchalamment dans ma direction, son visage illuminé par sa lampe de poche. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» réussis-je à demander. « Je règle un problème. » Il fit un geste avec l'arme. « Ouvre la boîte, Kala. »« Comment m'as-tu trouvé ? Ta sœur est très persuasive. Et généreuse. » Son sourire était froid. « Nous avons un bel arrangement depuis des années. Je garde un œil sur la déception de la famille, elle me met à l'aise. » Mon esprit vacilla. « Tu m'as espionné ? Pour Léna ? » Espionner sonne si dramatique. Gérer est mieux. S'assurer que tu restes petite, que tu restes peu sûre de toi, que tu ne poses jamais de questions sur ta famille, que tu ne regardes jamais de trop près l'empire Whitmore que Léna construit depuis toutes ces années. 15 ans de dénigrement subtil. 15 ans à m'entendre dire que je n'étais pas assez. Ouvre la boîte, Kala. Maintenant. Les mains tremblantes, je soulevai le manuscrit de son conteneur métallique. Qu'est-ce que Léna pense que tu vas faire avec ça ? Le lui apporter, bien sûr. Il tendit la main pour le prendre, mais j'avais passé des semaines à reconstruire cette maison. Mes mains n'étaient plus douces, mes bras n'étaient plus faibles. Je balançai violemment la boîte en métal, le prenant par surprise. L'arme tira dans le sol alors qu'il trébuchait. Je courus. Derrière moi, Damian criait des menaces, mais je connaissais ses bois maintenant, lui non. Je serrai le manuscrit contre ma poitrine et disparus dans l'obscurité, le sang battant dans mes oreilles, courant vers la seule personne qui pourrait m'aider. La cabane d'Ezra se trouvait à 1 mille à travers la forêt. Au moment où je l'atteignis, du sang coulait le long de ma jambe là où je l'avais entaillé sur une branche tombée. Il ouvrit la porte à mes coups frénétiques, jeta un coup d'œil à mon visage et me tira à l'intérieur. Il arrive, alté-je. Damian. Il a une arme. Il travaille pour Léna. Ezra se déplaça rapidement, verrouillant les portes, vérifiant les fenêtres. Il me fit asseoir, nettoya ma blessure et écouta pendant que j'expliquais ce qui s'était passé. Nous devons appeler le shérif, dit-il. Le shérif ? Qui n'a même pas voulu prendre de rapport sur l'effraction ? Qui avait l'air terrifié quand j'ai mentionné mon nom ? Il est probablement aussi sur la liste de paix de Léna. Alors nous lisons le manuscrit. Découvrons ce qui valait la peine de tuer. Nous restâmes éveillés toute la nuit, parcourant les pages manuscrites de Margot. Ce que nous trouvâmes était plus choquant que je n'aurais pu l'imaginer. Non seulement mon père avait volé l'héritage de Margot par falsification, mais le document l'impliquait dans un stratagème de plusieurs décennies impliquant des pots de vin à des fonctionnaires locaux, des dissimulations environnementales et des saisies illégales de terre. Des noms étaient cités, des politiciens toujours en fonction, des chefs d'entreprise qui en profitaient encore. Mais la révélation la plus stupéfiante vint à la toute fin, une lettre personnelle adressée à la fille de ma fille. À celle qui trouvera ceci. Si vous lisez ces mots, vous avez enfin retrouvé le chemin de la maison. Ce que Robert Whitmore m'a volé n'était pas seulement la terre, mais la chance de vous connaître. Votre mère, Eleanor, était ma fille, pas celle de Robert. Elle n'a jamais su la vérité, nous avions convenu que c'était plus sûr ainsi. La preuve est dans votre sang, dans vos yeux qui ressemblent aux miens, dans votre esprit qui vous a ramené sur cette terre. Robert soupçonnait mais ne pouvait jamais le prouver. Quand Eleanor l'a épousé, j'ai craint le pire. Quand vous êtes né, j'ai su qu'un jour vous reviendriez. L'accord du Vermont n'a jamais concerné que la terre. Il concernait l'héritage,
la protection de ce qui compte. Le document original se trouve là où personne, sauf un membre de la lignée, ne penserait à chercher. Je vous ai aimé de loin toute votre vie. Margot. Je me reculai, abasourdi. Ma grand-mère? Elle était ma grand-mère? Les yeux d'Ezra s'écarquillèrent. C'est pourquoi votre père était si déterminé à l'effacer. Vous n'étiez pas seulement une héritière Whitmore, vous étiez l'héritière de sang de Margot. L'aube pointait lorsque nous entendîmes des véhicules approcher. Par la fenêtre, je vis des voitures de police et un VUS noir coûteux que je reconnus comme celui de Lena. Ils nous ont trouvés, murmurai-je. Le visage d'Ezra était sombre. Ils nous ont trouvés, mais ils n'ont pas encore gagné. Nous devons aller à la ferme, dit Ezra en attrapant ses clés de camionnette. Il y a une entrée de cave par l'arrière qui n'apparaît sur aucun plan. Nous nous glissâmes par son atelier et dans les bois denses derrière sa cabane. Le bruit des portières de voitures claquant résonna derrière nous. La lumière de l'aube filtrait à travers les arbres alors que nous nous déplacions rapidement, en restant hors des sentiers. « Depuis combien de temps savez-vous » demandai-je alors que nous naviguions entre les troncs d'arbres tombés et les broussailles. « Que Margot était ma grand-mère » Je ne savais pas, dit doucement Ezra. Mais je le soupçonnais. Vous avez ses yeux, sa façon de pencher la tête quand vous réfléchissez. Nous atteignîmes la lisière des bois près de ma propriété. Ezra posa une main sur mon bras, pointant. 2 voitures de patrouille étaient garées dans mon allée, et le VUS noir de Lena trônait comme un prédateur à côté d'elle. Damian gesticulait sauvagement, pointant vers les bois. Ils vont fouiller la maison, murmurai-je. Laissez-les faire. Nous n'entrons pas encore. Ezra me conduisit le long de la lisière des arbres jusqu'à l'endroit où un petit ruisseau traversait la propriété. Margot m'a montré ça il y a des années. Il y a une entrée de cave anti-tempête près du vieux puits. Elle ne communique pas avec la cave principale. Le puits n'était rien de plus qu'un cercle de pierre derrière un bouquet de buissons envahissants. À côté, presque complètement cachée par la végétation, se trouvait une porte en bois inclinée encastrée dans le sol. Ezra l'ouvrit pour révéler des marches en pierre descendant dans l'obscurité. « Les dames d'abord, dit-il avec un sourire sombre, me tendant une petite lampe de poche de sa poche. L'air en bas était frais et humide. L'espace était petit, peut-être 3 mètres carrés, avec des murs en pierre et un sol en terre battue. Des étagères métalliques contenaient d'anciens bocaux de conserve et des bouteilles poussiéreuses. Une étroite porte en bois se dressait en face des escaliers. Où mène-t-elle ? Demandai-je en la désignant. Cave à légumes. Sous la cuisine. Il y a un panneau caché dans le sol. Nous restâmes assis dans la pénombre, écoutant des voix étouffées et des bruits de pas au-dessus de nous. Je serrai le manuscrit de Margot contre ma poitrine. Nous devons faire des copies, dis-je. Le donner à quelqu'un qui ne peut pas être acheté. Je connais quelqu'un, répondit Ezra. Une journaliste à Burlington qui enquête sur les développements Whitmore depuis des années. Elle a essayé d'interviewer Margot une fois, avant. Il s'interrompit. Avant que mon père ne la réduise au silence. Les mots avaient un goût amer. Je n'arrive toujours pas à croire Damian. 15 ans. Est-ce que quelque chose était réel? L'expression d'Ezra s'adoucit. Les gens comme votre sœur et Damian, ils voient les autres comme des outils, des moyens pour atteindre une fin. Et vous, que voyez-vous? Demandai-je doucement. Il soutint mon regard. Je vois la petite fille de Margot, enfin chez elle. Un fracas soudain au-dessus nous fit tous les deux sursauter. Des pas lourds se déplacèrent sur le sol de la cuisine. Où est-elle? La voix de Damian, tendue de colère. Monsieur Evans, s'il vous plaît, une voix inconnue, l'un des officiers probablement. Nous menons une perquisition légale. Si votre femme viole la propriété. Elle ne viole pas la propriété. C'est sa propriété. La voix de Lena, maintenant aiguë et autoritaire. Et elle a volé des documents familiaux de valeur. Je veux qu'ils soient récupérés immédiatement. Vous voulez dire les documents prouvant que votre père a falsifié la signature de Margot, me murmurai-je, ceux qui montrent comment il a soudoyé des fonctionnaires et volé sa terre? Ezra toucha mon bras, signalant le silence. Nous attendîmes que la fouille continue, écoutant les tiroirs s'ouvrir, les meubles bouger. Finalement, les voix s'éloignèrent. Il vérifie la grange, murmura Ezra. C'est notre chance. Nous nous glissâmes par la porte dans la cave à légumes, puis par le panneau caché dans le garde-manger de la cuisine.
La maison était en désordre, des tiroirs vidés sur le sol, des meubles renversés, même le papier peint arraché par endroits. Il cherche l'accord du Vermont original, réalisé je. Margot a dit qu'il était là où seuls les membres de la lignée penseraient à chercher. Des idées, demanda Ezra. Je fermai les yeux, pensant aux entrées du journal de Margot, aux chevaux de carrousel sur le papier peint de la chambre, à la façon dont elle avait écrit sur la terre, la maison, le changement des saisons. Le jardin, dis-je soudainement. Elle a écrit qu'elle plantait des choses pour marquer les saisons. Et si elle le pensait littéralement? Dehors, des voix provenaient de la grange. Nous avions au plus quelques minutes. Que cherchons-nous? Demanda Ezra alors que nous nous glissions par la porte arrière vers le jardin envahi par la végétation. Je ne sais pas exactement. Quelque chose de planté, quelque chose qui durerait. Le jardin était maintenant sauvage, mais je pouvais voir la structure de ce qui avait été autrefois un bel espace, des allées en pierre, des plates-bandes surélevées, un petit étang étouffé par les roseaux. Au centre se dressait un rosier ancien, ses tiges ligneuses tordues par l'âge, quelques floraisons tardives s'accrochant encore aux branches. Les roses, soufflai-je. Dans son journal, elle a écrit qu'elle plantait des roses pour Éléanore, ma mère. Je commençai à creuser à la base du rosier, les doigts griffant la terre jusqu'à ce qu'il heurte quelque chose de solide, une boîte en métal, semblable à celle qui avait contenu le manuscrit, mais plus petite. À l'intérieur se trouvait un sac en plastique contenant un unique document, jauni par l'âge mais parfaitement conservé, l'accord du Vermont, avec la signature de mon grand-père et celle de Margot, datée de 1958. Je t'ai eu, murmurai-je. Eh bien, eh bien. La voix de Damian vint de derrière nous. Tu creuses encore dans la terre, Kala? Tu as toujours été doué pour te salir les mains. Je me retournai pour le trouver debout à l'entrée du jardin, l'arme pointée nonchalamment dans notre direction. Derrière lui, Léna émergea du coin de la maison. Je vais prendre ça, dit-elle en désignant le document dans mes mains. Ce n'est pas à toi, répondis-je, tenant bon. Ça ne l'a jamais été. Cette terre appartenait à Margot. Mon père la lui a volée. Épargne-moi tes mélodrames, dit Léna en se rapprochant. Notre père a construit quelque chose à partir de rien. Cette propriété arriérée était gaspillée pour cette vieille femme. C'était notre grand-mère, dis-je. Léna vacilla, juste une seconde. Quoi? Margot était notre grand-mère. Maman était sa fille, pas celle de papa. C'est pour ça qu'il la détestait tant. C'est pour ça qu'il l'a effacée. Tu mens. Mais l'incertitude s'était glissée dans sa voix. Tout est dans le manuscrit. L'ADN le prouvera. Je fis un pas vers elle. Il a bâti son empire sur la falsification et la fraude, Léna. Et tu as protégé ses crimes. Donne-moi le document, Kala. La voix de Damian était dangereusement basse maintenant. Ou quoi? Tu vas me tirer dessus devant des témoins. La police est juste là. La police travaille pour moi, lança Léna. Tout comme ton mari. Tout comme la moitié de cette ville. Pas nous tous. La nouvelle voix venait de derrière Léna et Damian. Le shérif Wilson se tenait là, mais il n'était pas seul. Avec lui se trouvaient au moins une douzaine d'habitants, y compris Gilly, et derrière eux, une femme avec un badge de presse et un appareil photo. Rebecca Green, Burlington Chronicle, dit-elle, l'appareil photo levé. Pourriez-vous me dire pourquoi vous pointez une arme sur ces personnes, monsieur? Damian baissa instantanément l'arme. C'est une propriété privée. Nous avons un différend familial à propos de ces. Le shérif Wilson brandit des copies des pages du manuscrit de Margot. Madame Winters a apporté ça à mon bureau ce matin. Une lecture fort intéressante. Le sang-froid de Léna se fissura. Ce sont des fabrications, évidemment. Peut-être, admit le shérif, mais il cite des noms, des dates, des montants. Assez pour une enquête en bonne et due forme. Il se tourna vers moi. Mademoiselle Whitmore, est-ce l'accord original? Je hochai la tête, le brandissant. J'en aurais besoin comme preuve. Preuve de quoi? Demanda Léna. De fraude, pour commencer, répondit le shérif. Peut-être de conspiration. Ça dépendra de ce que nous trouverons d'autre une fois que les gens commenceront à parler. Il fit un geste vers son adjoint. Monsieur Evans, je vais prendre cette arme maintenant. Alors que Damian rendait son arme, l'air abasourdi, Léna sortit son téléphone. C'est ridicule.
Mes avocats auront réglé ça avant le dîner. Peut-être, dis-je doucement. Mais l'histoire se répand déjà. Combien de personnes parleront une fois qu'elles sauront qu'elles ne sont pas seules? Combien de secrets ton argent peut-il enterrer? Pour la première fois de ma vie, je vis la peur dans les yeux de ma sœur. Les semaines qui suivirent passèrent dans un tourbillon de dépositions, de réunions juridiques et de demandes de la presse. Le Burlington Chronicle publia un article en première page, l'Empire Whitmore bâti sur la fraude, des décennies de corruption révélées. Rebecca Green, la journaliste qu'Ezra avait contactée, plongea profondément dans l'histoire, découvrant plus que ce que le manuscrit de Margot n'avait révélé. 2 sénateurs d'État et un juge démissionnaire, 4 fonctionnaires locaux firent face à des accusations criminelles. Les relevés téléphoniques de Lena montrèrent des appels à Damian remontant à avant notre mariage 15 ans de manipulation et de surveillance, tout cela pour m'empêcher de découvrir ma véritable origine. Pendant tout ce temps, je continuais à travailler sur la ferme. Le travail physique manquerait alors que mon monde basculait. Ezra était là quotidiennement maintenant, non seulement pour les réparations mais comme une présence stable au milieu du chaos. « Tu n'es pas obligé de rester », lui dis-je un soir alors que nous étions assis sur le porche fraîchement reconstruit. Ta part dans tout ça est terminée. Laisse-t-elle? Il me regarda pensivement. J'ai l'impression que ça ne fait que commencer. Les tests ADN confirmèrent ce que la lettre de Margot avait affirmé, j'étais sa petite fille biologique. Ma mère avait été sa fille, pas celle de Robert Whitmore. La révélation me fit tout remettre en question sur mon identité, mon enfance, mon sens même de moi-même. Est-ce que ma mère le savait? Demandai-je à Gilly un après-midi alors que nous trions de vieilles photographies que Gilly avait apportées, des photos de Margot à différentes étapes de sa vie. Je ne pense pas, dit Gilly, me tendant une photo d'une jeune Margot se tenant à côté d'une femme qui me ressemblait de façon frappante. Margot et votre mère étaient d'accord qu'il était plus sûr qu'Eleanor croit qu'elle était la fille de Robert. C'était un homme puissant, dangereux quand on le contrariait. Et ma mère et Margot? Elles étaient proches. Gilly hésita. Elles avaient une relation compliquée. Eleanor aimait sa mère, mais elle aimait aussi Robert ou celui qu'elle pensait être son père. Quand il s'est retourné contre Margot, Eleanor s'est retrouvée prise entre deux feux. Elle l'a choisi, dis-je doucement. Elle a choisi ce qui semblait sûr. Gilly me toucha la main. Ne la jugez pas trop sévèrement. Elle était très jeune, et Robert était très convaincant. Au moment où elle a réalisé son erreur, elle était piégée dans son monde. Mais elle vous a amené ici enfant. Je me souviens maintenant le papier peint à carrousel, le jardin, la balançoire. Elle voulait que vous connaissiez cet endroit. Elle a fait ce qu'elle a pu. De petites rébellions. Gilly sourit tristement. Margot a pu vous rencontrer quelquefois. C'étaient ses jours les plus heureux. La bataille juridique s'intensifia. Les avocats de Lena contestaient tout, l'authenticité de l'accord du Vermont, les résultats ADN, le manuscrit de Margot. Mais à mesure que de plus en plus de personnes se manifestaient avec leurs propres histoires sur la mauvaise conduite de Robert Whitmore, sa position s'affaiblissait. Puis vint le jour que j'avais redouté, affronter Damian au tribunal. Il paraissait plus petit, en quelque sorte, assis à la table des témoins. L'homme confiant et autoritaire qui m'avait rabaissé pendant des années avait disparu, remplacé par quelqu'un de défensif et diminué. C'était juste des affaires, insista-t-il lorsqu'on l'interrogea sur son arrangement avec Lena. Kala ne devait jamais être blessée. Pourtant, vous l'avez épousée sous de faux prétextes, souligna mon avocate, avait maintenu la tromperie pendant 15 ans, avait délibérément miné sa confiance et son indépendance, tout en rapportant ses activités à sa sœur. Je tenais à Kala, protesta Damian en me regardant. Cette partie n'était pas fausse. Je le fixais, impassible. Était-ce de l'affection quand vous avez pointé une arme sur moi? Il n'eut pas de réponse à cela. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes réclamaient des déclarations. Je les avais évitées jusqu'à présent, mais quelque chose en moi avait changé. Je me tins sur les marches à côté de mon avocate, Bernice Tomlinson, une avocate à la retraite qui s'était autrefois battue contre mon père et avait perdu sa licence pour avoir prétendument fabriqué des preuves. Le nom Whitmore a jeté une longue ombre sur cette communauté, dis-je aux caméras. Aujourd'hui, nous commençons à entrer dans la lumière. Il ne s'agit pas d'argent ou de propriété. Il s'agit de vérité. Il s'agit de restauration. Ce soir-là, Ezra me trouva assise près du rosier de Margot. Tu t'en es bien sorti aujourd'hui,
dit-il en s'asseyant à côté de moi sur le sol. Je n'ai rien fait. Margot a tout fait, il y a des années. Elle a laissé des miettes de pain pour que je les suive. Elle les a laissées, mais tu devais être assez courageuse pour les suivre. Il resta silencieux un moment. Que feras-tu si tu gagnes? Avec les propriétés, je veux dire? J'y pensais depuis des semaines. Le Penthouse de Burlington sera vendu. Les recettes iront à une fondation pour le logement abordable, la protection de l'environnement et des choses que Margot aurait soutenues. Je regardais autour de moi la ferme, le jardin revenant lentement à la vie sous mes soins. Cet endroit reste tel quel. Une maison. Une semaine plus tard, le tribunal rendit sa décision, l'accord du Vermont était valide. Les transferts de propriété de Robert Whitmore furent jugés frauduleux. Le Penthouse et plusieurs autres propriétés reviendraient à la fondation Margot Whitmore nouvellement créée. La ferme et ses terres étaient légalement miennes. Lena n'assista pas à l'audience finale. Selon son assistante, elle était partie pour l'Europe la veille, sans date de retour prévue. Son empire s'effondrait, sa réputation était en lambeaux. Je ne ressentis aucun triomphe, seulement une paix étrange et tranquille. Cette nuit-là, je rêvais de ma mère et de Margot se tenant ensemble dans le jardin, me regardant avec des yeux identiques. L'automne laissa place à l'hiver, et la transformation de la ferme continua. La bataille juridique étant réglée, je me concentrais sur l'hommage à l'héritage de Margot. La structure de la maison était maintenant saine, toit réparé, fenêtres remplacées, porche reconstruit. Mais ce n'était pas seulement une restauration, c'était une réimagination. Que penses-tu de convertir la grange en logement? Demandai-je à Ezra un après-midi neigeux de décembre alors que nous examinions les plans à la table de la cuisine. Des chambres d'amis? Peut-être une petite bibliothèque? Tu penses prendre des pensionnaires? Demanda-t-il, un sourcil levé. Pas exactement. Plutôt une retraite pour écrivains, artistes, personnes qui ont besoin d'espace pour créer. Il hocha lentement la tête. Margot aurait aimé ça. Notre relation de travail avait évolué vers quelque chose qu'aucun de nous n'avait encore nommé. Il venait toujours tous les jours, mais maintenant il restait pour le dîner. Parfois, nous parlions tard dans la nuit de Margot, de l'histoire de la ville, de l'avenir. L'attention des médias s'était principalement estompée. Occasionnellement, un journaliste appelait pour un suivi, surtout à mesure que les affaires pénales contre les anciens fonctionnaires progressaient. Je donnais la même réponse à chaque fois, je me concentre sur la reconstruction. Lena restait en Europe. Son avocat envoya un courriel laconique, Madame Whitmore souhaite régler toutes les questions restantes sans autre litige. Traduction, elle voulait disparaître avec ce qui restait de sa fortune. J'acceptai, à une condition, elle fournirait toutes les informations sur la relation de ma mère avec Margot. Une semaine plus tard, une boîte arriva contenant des photos, des lettres et un journal dont je n'avais pas connu l'existence. Un matin glacial de janvier, je me tins devant la tombe de ma mère au cimetière de Burlington, puis je conduisis jusqu'au petit cimetière de Edenvale où Margot était enterrée. Je déposai des roses sur les deux pierres, une réunion symbolique de la mère et de la fille. J'étais tellement en colère contre ma mère, dis-je à Gilly plus tard ce jour-là alors que nous trions les souvenirs fraîchement arrivés, pour avoir toujours choisi Lena, pour ne jamais s'être opposée à mon père. Maintenant, je me demande si elle essayait juste de survivre. Nous faisons tout ce que nous pouvons avec les choix que nous avons, dit Gilly, posant doucement une main sur la mienne. Eleanor vous aimait. Elle ne savait juste pas comment vous protéger de Robert sans révéler des secrets qu'on lui avait appris à garder. Le printemps arriva tôt au Vermont cette année-là. Alors que la neige fondait, je commençais à travailler sur les jardins de Margot, suivant les plans que j'avais trouvés parmi ses papiers. Ezra construisit des plates-bandes surélevées et des treillis d'après ses croquis. Les habitants qui m'avaient autrefois évité s'arrêtaient maintenant avec des semis, des boutures et des conseils de jardinage. Madame Tomlinson aida à créer la fondation Margot Whitmore, qui possédait maintenant le Penthouse de Burlington et plusieurs autres propriétés Whitmore. Nous en vendîmes la plupart, utilisant les recettes pour des projets communautaires, logements abordables, restauration de l'environnement, programmes artistiques. Le premier grand projet de la fondation fut l'achat d'une zone humide menacée près de Edenvale que mon père avait autrefois essayé de drainer pour le développement. Damien disparut de ma vie aussi soudainement qu'il y était entré. Le divorce fut rapide et sans contestation. Il déménagea en Arizona, apparemment. Je ne lui souhaitais rien, ni bonheur, ni misère. Il n'avait tout simplement plus d'importance. En avril, je reçus une visite inattendue, Rebecca Green, la journaliste.
Je fais un article de suivi, expliqua-t-elle alors que nous parcourions la propriété, pas seulement sur le scandale, mais sur ce qui se passe après, comment les communautés guérissent. Et qu'avez-vous trouvé, demandai-je. Qu'il faut plus que dénoncer la vérité. Elle désigna la ferme, les jardins fraîchement plantés, la grange en pleine rénovation. Il faut reconstruire, créer quelque chose de nouveau à partir des morceaux brisés. Ce soir-là, je trouvai Ezra sur le porche, contemplant le coucher de soleil. Je m'assis à côté de lui, nos épaules se touchant. Rebecca a demandé si tu faisais partie de l'histoire, dis-je. Sur la façon dont les communautés guérissent. Il se tourna pour me regarder. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que certaines histoires sont trop importantes pour être partagées avec tout le monde. Sa main trouva la mienne, paume calleuse contre paume calleuse. Et notre histoire est encore en train de s'écrire, dis-je doucement. L'été amena les premiers invités à ce qui s'appelait désormais officiellement Margot Haus, un poète de Boston, un dramaturge de Chicago, une jeune romancière de Seattle. Ils séjournèrent dans la grange rénovée, écrivirent à des bureaux surplombant les jardins et se réunirent le soir pour dîner dans la cuisine de la ferme. « Parlez-nous de Margot » demanda la romancière un soir, la femme qui a donné son nom à cet endroit. Alors je le fis. Je leur parlais de son combat pour la terre, de son amour pour la culture, de son refus d'être effacé. Je ne leur dis pas tout, certaines vérités restaient privées, partagées uniquement avec ceux qui les avaient vécues. Mais je leur en dis assez pour qu'ils comprennent pourquoi cet endroit comptait, pourquoi il avait valu la peine d'être sauvé. En août, je commençai à écrire ma propre histoire, pas pour publication, du moins pas encore, mais comme un moyen de donner un sens à tout ce qui s'était passé. J'écrivais le matin sur le porche, entouré des roses de Margot, maintenant en pleine floraison. Ezra me trouva là un matin, l'ordinateur portable ouvert, le café refroidi. Coincé, demanda-t-il en s'asseyant à côté de moi. J'essaie de trouver la bonne fin. Il sourit. Qui a dit que ça devait finir? Cet automne-là, exactement un an après mon arrivée à la ferme des Labrés, nous organisâmes une cérémonie dans le jardin. La fondation Margot Whitmore ouvrait officiellement ses portes aux candidatures. Des responsables locaux, nouvellement élus après le scandale, prononcèrent des discours sur le renouveau communautaire. D'anciennes victimes des manigances de mon père partagèrent leurs histoires de rétablissement. Je me tins devant eux, non plus la fille invisible ou la déception de la famille, mais quelque chose d'entièrement nouveau, la petite fille de Margot, gardienne de son héritage. Il y a un an, je suis venu ici en croyant avoir reçu le moindre héritage, dis-je à la foule rassemblée. Ce que je ne comprenais pas alors, c'est que le véritable héritage ne se mesure pas en valeur immobilière ou en prestige. Il se mesure en vérité, en connexion, en but. Je regardais les visages, Gilly, Bernice Tomlinson, Rebecca Green, des habitants devenus des amis, et Ezra, debout tranquillement à l'arrière, ses yeux ne quittant jamais les miens. Margot le savait. Elle ne m'a pas seulement laissé une maison, mais un foyer, pas seulement une propriété, mais un but. Et plus important encore, elle m'a laissé la vérité, que nous sommes plus que les noms que nous portons ou les façades que nous construisons. Nous sommes les choix que nous faisons lorsque ces façades s'effondrent. Le lendemain matin, une voiture entra dans l'allée, une berline inconnue avec des plaques de New York. Une jeune femme en sortit, l'air nerveuse, serrant une impression de notre site web. « Est-ce Margot Haus ?» demanda-t-elle. « La retraite pour écrivain ?» »« C'est bien ça, » répondis-je, debout sur le porche qu'Ezra et moi avions reconstruit ensemble. « J'ai une réservation pour la session d'automne. » Elle regarda autour d'elle avec incertitude. « Je travaille sur un livre sur les secrets de famille. Quelqu'un m'a recommandé cet endroit. » Je souris et ouvris la porte en grand. « Vous êtes au bon endroit. Bienvenue à Margot Haus. Que sacrifieriez-vous pour découvrir votre véritable héritage? Pas la richesse transmise, mais la vérité sur qui vous êtes vraiment? Si cette histoire de secret, de trahison et de rédemption vous a parlé, veuillez aimer, vous abonner et partager pour plus de récits qui dévoilent ce qui se cache sous la surface des familles que nous pensons connaître. Oh oh!